Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous savez, c'est votre émission Mercredi Politique qui s'installe dès à présent chez vous. Le Bénin a tenu le dimanche 28 avril 2019 le scrutin législatif en vue du renouvellement des membres de l'Assemblée nationale. Il a été noté lors du déroulement de ce scrutin des violences et autres actes de vandalisme. Et cela se poursuit aujourd'hui. Vous savez, Cotonou, la métropole du Bénin, a été envahie par des citoyens, certains citoyens. Et donc, nous en parlerons dans cette émission. Quelle lecture peut-on en faire concrètement? Nos invités vont pouvoir exposer leur regard par rapport à cette situation. Et dans la deuxième partie, nous parlerons justement de quel Parlement pour les 4 prochaines années. Nous parlerons des défis à relever par la 8e législature. Et je voudrais vous présenter mes invités à présent. Je vous présente Michel Sogossi, ancien ministre de la République. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Sur ce plateau, nous avons Maître Bastien Salami, juriste, avocat au barreau du Bénin, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Sur ce plateau aussi, il partage ce plateau avec nous ce soir. Il s'agit de Jacques Aguia Daro. Il est sociologue à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir, et c'est un plaisir d'être au milieu des aînés. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir également sur ce plateau. Maître Bastien Salami, quand vous revisitez tout ce qui se passe depuis la tenue des législatives du 28 avril 2019, 35 arrondissements sur 546 arrondissements ont connu des perturbations dues à des actes de vandalisme et également la violence. Véritablement, et aujourd'hui, ça se poursuit à Cotonou, la vitrine du Bénin. Quel regard portez-vous justement sur cet aspect lié aux législatives du 28 avril 2019? Merci, cher ami Romiad. Je tiens particulièrement à te remercier, je vais dire, parce que désormais, je t'ai dit, cher ami, je te tutoie. Voilà, donc je me réjouis de ce que les élections ont eu lieu à bonne date. Je me réjouis parce que si les élections n'avaient pas eu lieu à bonne date, les désastres seront encore incommensurables. Cela ne veut pas dire que j'approuve ce qui se passe. Je n'approuve pas du tout. Et je ne vois pas un démocrate, un républicain, qui serait heureux de constater que, après les élections, ou même bien avant les élections, qu'il y ait des velléités de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Vous savez très bien qu'à maintes reprises, le pays a été éprouvé par des comportements antidémocratiques, des comportements qui ne sont pas dignes de personnalités qui pourraient servir de vitrine et d'exemple pour la population. Aujourd'hui, la fatalité a été vaincue. Le Bénin a fait les élections. Vous venez de dire qu'il y a 35 arrondissements qui ont été affectés négativement à l'issue des élections, mais que sur les 540, Dieu merci que les tests de la République permettent d'indiquer dans quelles conditions les violences enregistrées ou les irrégularités enregistrées peuvent être source d'invalidation ou d'annulation du scrutin dans certaines régions. Heureusement que cela n'embrase pas tout le pays. C'est pour cela que je dis, je me réjouis de ce qui s'est passé, que les élections aient eu lieu et qu'aujourd'hui, dans quelques jours, nous pourrions dire que la 8e législature était installée. Je suis persuadé, puisque vous avez dit que dans la seconde partie... Tout à fait, nous y reviendrons véritablement. Bon, voilà. Donc, pour l'heure, je me réjouis que les élections aient eu lieu. Mais pourquoi ces violences répétées? Parce que nous parlions du dimanche dernier, Michel Sogossi, mais nous parlons désormais d'aujourd'hui. Après l'ultimatum lancé par les anciens présidents de la République, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, est-ce la machine qui avait été prévue, qui est mise en branle aujourd'hui après cette échéance? Je voudrais aussi vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite d'être sur ce plateau ce soir pour échanger sur ce qui se passe dans notre pays et après, au cours et après les élections législatives du 28 avril. Tout à fait.
c'est vraiment dommage à quoi nous assistons, parce qu'en réalité, il faut repartir un peu en arrière pour voir comment les choses se sont passées. Et l'opposition politique n'a pas réussi à se présenter aux élections et estime qu'il y a eu exclusion, ce qui n'est pas vrai. Puisque en réalité, si nous avons bien suivi, tous les députés à l'Assemblée nationale, à part ce que je sache, un seul, ont voté la charte des partis politiques. Et cette charte des partis politiques a prévu un délai transitoire de 6 mois pour que les partis se mettent à jour. Mais malheureusement, si les partis n'ont pas pu se mettre à jour, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Mais ça fait qu'ils n'ont pas pu prendre part à l'élection qui s'est déroulée le 28 avril, le dimanche dernier. Et ma foi, avec les comportements que nous voyons, ce qui s'est passé d'abord le 28 sur 35, dans 35 arrondissements, comme vous l'avez dit, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est à dénoncer avec la dernière rigueur. Et je crois que des personnes comme les anciens présidents, en l'occurrence l'ancien président Dieudonné Soglo et l'ancien président Yaïbouni, doivent montrer la voie de la sagesse à notre peuple. Ils doivent pouvoir montrer aux jeunes que même si on veut revendiquer, on revendique dans la sagesse. Et cette façon de faire, à mon avis, ne les honore pas. Et je crois qu'ils doivent repenser leur façon de voir les choses et leur façon de montrer comment ils sont anciens présidents et comment ils peuvent servir de modèle pour la jeunesse. Aujourd'hui, par exemple, ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu un attroupement qui devait se faire, comme il en a l'habitude, au niveau de Kadjaoun, devant la maison du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Boni Yahi, et la police a eu vent de ça, est sortie pour dissuader les gens, pour que cela n'arrive pas. Mais malheureusement, on a vu qu'il y a des actes de vandalisme qui se sont produits. Et nous osons espérer que ce soit vraiment les derniers actes auxquels nous assistons de ces gens, parce que les élections ont eu lieu. Les gens ne pensaient pas que le président Talon réussirait à tenir ces élections, mais il les a tenues à bonne date. La classe politique a tenu les élections à bonne date. Et s'il y a des gens qui n'ont pas pu y prendre part, je crois qu'ils n'ont qu'à se prendre à eux-mêmes que de penser qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière ça. Et éviter à notre jeunesse d'être instrumentalisée et de continuer à servir vraiment de cobaye pour ceux-là qui ont déjà tout derrière eux. Très bien. Jacques Adia Daho, vous êtes sociologue. Est-ce qu'il y a une lecture sociologique qu'on devrait avoir de la situation que nous avons aujourd'hui? Merci beaucoup. Je crois que ce que nous observons et ce qui s'est passé pendant les élections peut nous emmener à nous demander vraiment est-ce que nous ne sommes pas en train de connaître une sorte de glissement, n'est-ce pas, en termes de référence, en termes de valeur, parce que un pays c'est un profil, un pays c'est un idéal, un pays c'est une image qui est véhiculée et les gens sont habitués à connaître le Bénin dans un contexte électoral festif. Voilà. Et au début, on a annoncé une expérience électorale sous feu, n'est-ce pas? Et finalement, 35 arrondissements ont été affectés. Ça veut dire que ce n'est pas une tendance généralisée. Après, il faut se demander quels sont les foyers, n'est-ce pas, qui ont été touchés. Oui. Et il faut s'interroger sur les foyers qui ont été touchés. Après, il faut s'interroger sur le profil, n'est-ce pas, de ceux qui ont été touchés et ceux qui ont porté ou bien ceux qui portent en eux, n'est-ce pas, les germes de ce qui est arrivé. Et après, il faut s'interroger un peu sur les motivations. Est-ce que ce n'est pas un comportement de foule? Parce que ça tend, n'est-ce pas, à faire croire que c'est un comportement de foule. Ce n'est pas un acte de conscience individuelle et personnelle. Je suis que tous ceux qui ont brûlé, n'est-ce pas, des édifices, si on les prend individuellement, on leur pose la question, je ne suis pas sûr qu'ils puissent expliquer qu'est-ce qui a pu les amener jusque-là. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de construire une culture de violence et vous savez bien que quand on banalise ce que c'est que la violence, quand on instrumentalise ce que c'est que la violence, quand on désacralise ou bien quand on crée un environnement où la violence fait partie intégrante de tout autre acte, c'est qu'on est en train de toucher le modèle éducatif des citoyens parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec l'idée que tout sauf la violence et c'est resté pour eux une référence. Mais lorsque à l'âge, n'est-ce pas, de la jeunesse, là, ils ne commencent pas à côtoyer le discours sur la violence. Ils ne commencent pas à côtoyer les actes de violence. Ils ne commencent pas à côtoyer l'appel à la violence. Ils ont l'impression que ça fait partie des systèmes de référence. Lorsqu'on commence par vous faire croire que
vous pouvez obtenir quelque chose par la violence, ça veut dire que vous l'inscrivez comme une référence. Vous avez l'impression maintenant que si votre ami ne vous laisse pas son bic, vous pouvez le brutaliser, lui prendre le bic parce que c'est votre bic. Lorsqu'on vous dit que vous avez droit à quelque chose et que vous n'avez pas eu ça et que vous pouvez l'arracher, c'est qu'on vous dit tout de suite que tout ce qui vous appartient, vous pouvez ne pas l'avoir par les tests, par la morale, mais vous pouvez l'avoir par la violence. Donc, du coup, les gens vont inscrire la violence un petit peu comme faisant partie intégrante des outils, des instruments qu'ils peuvent utiliser. Donc, c'est surtout ça. Ce qui est arrivé au niveau des élections le dimanche passé, ça peut paraître comme un acte isolé. Mais en fait, ça peut s'ériger en référence pour certains qui peuvent croire que si le modèle, si l'image, si des gens considérés comme des acteurs de référence qui peuvent nous dire la conduite à tenir sont arrivés à nous faire comprendre qu'il est possible d'obtenir gain de cause par la violence, ça veut dire que valeur et contre-valeur peuvent devenir une référence pour tout le monde. Donc, et c'est sur ça qu'il faut vraiment surfer et se demander est-ce que ce que la violence était il y a 5 ans, 2 ans, 3 ans pour un Béninois, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Et s'interroger de savoir un peu si nous commençons par avoir un vocabulaire sur la violence qui part dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons. Est-ce qu'on ne va pas finir par se familiariser avec de la brutalité et créer une jeunesse qui peut très vite aller aux actes de violence? Et justement, et si nous nous interrogeons par rapport au foyer de tension, là où ça s'est passé justement, l'emprise géographique de ces actes dont nous parlons aujourd'hui, on a parlé de Kaoro, on a parlé de Banté, de Glazoué, de Savè par exemple, ces zones, est-ce que cela, on pourrait affecter cela à un profil d'individu? Vous voyez, lorsque on fait un lien entre l'environnement géographique et le foyer de concentration de la violence, c'est qu'on commence déjà par créer une conscience dans une zone. Et c'est comme ça que certains milieux se revendiquent désormais comme des milieux en adversité par rapport à d'autres. Et vous savez, il faut craindre un peu une récupération identitaire. Parce que très vite, les gens peuvent se dire que nous voilà, nous qui sommes des gens qu'on a considérés comme des... Parce que dans ces milieux-là, il y a des gens qui sont allés voter. Il y a des gens qui sont gênés par ce qui est arrivé. Alors qu'aujourd'hui, on veut localiser un peu l'environnement là. Donc du coup, ça peut créer une brouille, ça peut créer une perturbation. Malheureusement, si très vite, on ne glisse pas, on ne sort pas de ce discours-là, c'est que finalement, ça va affecter, ça va se généraliser, et c'est comme ça que les scissions commencent progressivement dans une communauté, dans un pays. Et je crois que... Et surtout dans un pays qui voudrait être un pays État-nation. Je crois vraiment qu'on n'ira pas à cette étape-là. Le plus important aujourd'hui, c'est de se réjouir qu'on n'ait pas accès à une généralisation, n'est-ce pas, cette tendance à la violence. Le plus important aujourd'hui, c'est de se réjouir qu'on ait quitté l'agenda des élections. Mais après, il faut très vite revenir sur le fait que les élections, oui, mais il y a une nation qu'on est en train de construire et il ne faut pas la construire. Nous, on est jeunes. Moi, ici, je suis sur le tableau. J'ai envie d'entendre des discours qui parlent d'autre chose que sur les questions de violence. Mais malheureusement, on est en train de nous habituer un petit peu à ce cela. Et je voudrais que ça s'arrête très vite parce que le peuple a besoin d'autres références. Autour de nous, vous voyez un peu le milieu qui a été touché par les actes de violence. C'est un milieu qui facilement peut être affecté par ce qui se passe dans les pays environnants. Oui. Donc c'est comme ça qu'un modèle véhiculé tout et tout. Moi, je crois encore une fois que notre histoire sociale, notre passé est suffisamment fort pour nous montrer que la violence n'a jamais été quand même l'instrument de récupération de ce que chacun revendique. Très bien. Maître Bastien Salami, est-ce que la violence, parce que quand même il y a eu beaucoup de dégâts, et chers amis téléspectateurs, vous aurez le temps dans quelques instants justement, dans la poursuite de ce numéro de Mercredi Politique, vous aurez le temps de découvrir un certain nombre de dégâts observés lors de ces actes de vandalisme et de violence. Mais avant, Maître Bastien Salami, la violence peut-elle trouver une place dans un système démocratique? Cher ami Romuald, je voudrais emboîter le pas à mon collègue Jacques Aguiar pour dire ceci, que nous sommes en train de faire un exercice scientifique. C'est ce qui consiste à la localisation géographique des infractions.
C'est-à-dire, où est-ce qu'on situe le lieu de la commission de la violence. Tout à l'heure, vous avez anticipé en citant un peu par à coup Banté. OK? Et Tchaourou. Tchaourou. Et cet après-midi, on cite Kadiaoun. Et comme par enchantement, lorsqu'on fait le recoupement, naturellement, si j'étais criminologue, je ne vais pas me gêner pour identifier les personnes qui peuvent être à l'origine de ces violences-là. Et je me dis, mais attendez, si le diagnostic qui vient d'être fait me dirige vers un portrait robot de l'individu, que je découpe enfin que cet individu fut grande personnalité du pays, ayant été président des institutions régionales africaines, j'ai des raisons d'avoir peur. De dire, mais finalement, est-ce que cet individu qui a occupé de tant de fonctions, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce que cette personne a fait le deuil de l'échec de 2016? Est-ce que cette personne continue d'entretenir la haine vis-à-vis de l'actuel président? Est-ce que cette personne aime vraiment le Bénin? Si, dans le passé, on a entendu cette personne dire contribuer à la partition de ce pays, c'est-à-dire mettre un peuple en face de l'autre. Quand on a entendu toutes ces choses-là, on se dit non, il y a lieu de lui rappeler que nous sommes dans une république et que lorsqu'on vit en société, nous avons des règles. Et l'une des règles, c'est d'éviter qu'on appelle à l'insurrection. Parce que si vous empruntez la voie de l'illégalité, la loi ne vous protège plus. Il y a un statut des anciens présidents, avec tous les avantages que cela comporte. Mais à partir du moment où même vous vous mettez en marge de la loi ne vous protège plus. Vous devenez un vil individu. C'est là le danger, ce que je crains. Et très vite, la population peut mal comprendre. Et se dit, bon, qu'il y a un règlement de compte. Mais attention, nous allons continuer à tirer la sonnette d'un âme pour dire que l'appel à la violence est une infraction punissable. Et si l'on continue comme ça, l'on risque d'en déduire qu'il y a une désaffection pour son peuple. Et c'est là ce à quoi moi je rappelle la sagesse de nos aînés. De dire que si le pays avait été brûlé lors des événements que le pays avait connus, lorsque par exemple on allait à la conférence nationale, si la sagesse n'avait pas prédominé, ce président-là ne serait jamais élu président de la République. Il va retrouver un pays déjà brûlé. Pour cela, il faudrait que la sagesse... Parce que quand ça va s'embraser, c'est eux qui vont servir de bouclier. Hein. Personne ne sera épargné. Quand le pays va s'embraser, personne ne sera épargné. Même ceux qui sont installés dans leur fauteuil privé et qui vivent sous la clim et que des enfants sont dehors, des enfants, des Béninois. C'est des Béninois, c'est nos enfants, c'est nos frères, nos soeurs qui sont dans la rue. S'ils vont trouver la peau, non, ça ne va pas se limiter à ça. Personne ne pourra fuir. Donc, je crois que la raison doit l'emporter. Ces chefs d'État doivent savoir raison garder pour que vive la République du Bénin paisible. C'est là, moi, c'est pourquoi je suis venu sur votre plateau, c'est pour qu'on se dise la vérité en face. Que les Béninois sachent qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui essaient de tirer les ficelles, mais aujourd'hui, ils sont au grand jour, tout le monde les a vus. Il faut qu'ils s'arrêtent. Mais on a tout de même vu, quand même, sur les images, même aujourd'hui à Cotonou, vous voyez des jeunes, vous voyez presque des jeunes, voilà, des enfants qui sont commis, ou du moins qui sont instrumentalisés pour ces faits, parce qu'il faut quand même rappeler à la tour administrative, une voiture a été brûlée, par exemple. Ces actes se posaient non loin d'une station aussi, sans oublier d'autres actes également. Est-ce que, véritablement, le choix du chef de l'État de pouvoir donner des instructions pour que la police et l'armée ne puissent pas faire un certain nombre de choses, comment vous trouvez ce choix, par exemple? Non, je crois qu'il faut saluer cette sagesse du chef de l'État
qui, pour l'instant, estiment que ce n'est pas normal ou bien ce n'est pas séant que la police républicaine tire sur ses citoyens. C'est parce qu'elle a appelé à sécuriser les citoyens. Parce qu'ils pensent que bon, c'est des actes qui d'ici à là vont vraiment connaître leur fin. Et nous espérons tous que ces actes effectivement connaissent leur fin. Parce que ça ne saurait durer, ça ne saurait perdurer. Trop, ce sera trop. Alors donc, les anciens présidents, comme je l'ai dit tantôt, doivent savoir raison garder pour éviter à notre jeunesse qui est manipulée, qui est instrumentalisée, de continuer à jouer les va-t-en-guerre suite à ces élections que nous avons connues. Des élections qui, ma foi, quand même, se sont déroulées dans le calme, à part vraiment ces quelques arrondissements où il y a eu quelques perturbations. Ce n'est pas normal qu'après ces élections, les gens continuent de penser qu'ils mettront le peuple béninois dans les rues. Parce qu'en réalité, les luttes qu'ils pensent mener ou bien les revendications qu'ils font ne sont pas pour le peuple. Si on regarde bien, chacun mène une lutte personnelle à leur niveau et ce n'est pas normal qu'ils utilisent le peuple pour penser assouvir leurs besoins. Ce n'est pas normal. Je crois que de partout, avec tout ce que nous disons sur les chaînes les plateaux de télévision, sur les radios, tout ça, il doit pouvoir écouter, il doit pouvoir savoir que personne nulle part ne les soutient et que ce n'est pas la peine qu'ils continuent à évoluer de cette façon-là et qu'ils puissent vraiment remettre la balle à terre pour le bonheur du peuple béninois. Parce que le peuple béninois a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix et ce n'est que dans la paix que nous pouvons développer notre pays. Et ce que je vois là doit pouvoir être arrêté très rapidement pour que nous puissions continuer à évoluer. Très bien. Jacques Agia Daho, vous parliez de foule, d'autres, quand vous entendez surtout ceux dont nous parlons, on parle de peuple. Le peuple s'insurge contre un certain nombre de choses. C'est pourquoi vous avez la même appréhension? Plus ou moins. Vous savez, dans un comportement de foule, il est parfois difficile de faire un discernement. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue que il y a certains qui agissent par effet d'entraînement. Généralement, ceux qui agissent par effet d'entraînement, ce sont des gens qui sont dans une crise de référence, dans une crise de repère, ou peut-être celui en qui on a construit un petit peu la référence a très vite fait, n'est-ce pas, de faire altérer un petit peu l'image qu'on a de lui. Donc, là où vous êtes ici, il y a des choses que vous n'avez jamais fait, mais le jour où vous voyez quelqu'un sur qui vous comptez faire ça, vous allez vous dire attention, donc ça peut aller. Donc, il y a certains qui sont dans un effet d'entraînement, c'est clair. Mais il y a d'autres aussi qui attendent la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, n'est-ce pas, pour rentrer en scène. Donc, cela n'a rien à voir peut-être avec ce qui est en train de se passer actuellement. La démocratie, peut-être il y en a qui ne se retrouvent même pas dans le concept de démocratie, il y en a qui ne se retrouvent pas dans les questions des élections, mais ils ont peut-être d'autres problèmes. Ils attendent un peu une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour rentrer dans la ville parce que peut-être il y a eu un certain nombre de réformes structurantes et structurelles qui ont touché les intérêts par-ci et par-là. Donc, la question électorale peut être, n'est-ce pas, une opportunité, peut apparaître comme un enjeu autour desquels on peut greffer beaucoup d'autres choses là. Donc, dans la foule, vous avez chacun avec ses objectifs. Vous avez chacun avec sa démarche, chacun avec ses intérêts. Mais une fois que c'est lancé, on a dit que c'est le feu, tout le monde en fait, tout le monde suit systématiquement sans pour autant raisonner de façon très poussée. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut commencer par se demander est-ce qu'on a atteint le seuil de la tolérance ou pas? Aujourd'hui, nous voyons des foyers de tension à gauche et à droite. Mais quand les gens vont se rendre compte que c'est général, que c'est généralisé, que c'est généralisant, c'est-à-dire, on finit par se dire que le premier qui ne va pas prendre le cheminement de la violence, c'est lui qui est vous savez, comme le disent un peu les sociologues, lorsque un comportement est devenu le modèle, quand vous n'êtes pas dedans, vous êtes tout sauf une jeunesse. Vous êtes tout sauf membre du groupe. Donc, les groupes de référence vont commencer par se construire autour de vous, à l'université, dans les administrations, à gauche et à droite. Et chacun a des oreilles, chacun entend des côtés pour voir si c'est moi qui suis différent des autres. Donc, ce à quoi il faut s'attendre aujourd'hui, c'est qu'il faut faire parler plus le discours de la paix que le discours sur la violence, que le discours sur l'intolérance. Malheureusement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que
Ceux qui doivent porter le discours sur la tolérance, le discours sur la paix, à un moment donné, sont amenés à porter le discours sur l'appel à la violence. Donc une foule, parfois, est suffisamment fragile pour être responsable des actes posés. Mais quand la justice va rentrer en scène, elle ne va pas condamner une foule, je parle sous le contrôle du maître. Elle va situer les responsabilités individuelles. Et on va se rendre compte plutôt qu'il y a une certaine naïveté qui a pris feu, ou bien qui a pris fait dans certaines consciences. Après, il faut se demander, est-ce que la famille a été suffisamment forte, suffisamment solide pour priver les jeunes aujourd'hui de ça? Donc, demandez-nous, est-ce que notre société s'est préparée à ça? Je ne crois pas qu'on se soit préparé, n'est-ce pas, à faire face à ça. On s'est préparé plutôt à toute chose sauf avoir les jeunes dans la... On s'est préparé pour trouver de l'emploi, on s'est préparé pour être solidaire, on s'est préparé pour faire face aux réformes, tout et tout. Mais lorsque ça va embrasser, c'est qu'un certain nombre de ressorts auraient disparu. Et là, c'est surtout ça aussi. Il faut faire la liste par rapport à ça et se demander aujourd'hui, pourquoi DIERA aujourd'hui, on a réussi quand même à consolider la paix dans le pays? Justement parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs, symboliques ou non, qui jouaient le rôle d'apaisement. Nous avons travaillé progressivement à les fragiliser, ou ils ont travaillé à se fragiliser. On a travaillé à rendre un peu sacré le sang, à rendre sacré la brutalité. Le Béninois n'est pas celui qui peut, avec tout le plaisir qu'il faut, approcher le sang. On connaît bien nos us et nos coutumes, on connaît bien nos espaces religieux, la valeur du sang. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes qui sont prêts à voir le sang couler, quand vous voyez le discours sur le sang sorti comme un discours classique, progressivement, on se rend compte que les gens n'ont plus peur de sang, ils n'ont plus peur de la violence. Et lorsque ces éléments commencent pas à disparaître, il ne reste qu'une seule chose, c'est l'institution, la peur de la République. Quand on a moins peur de la République, quand on a moins peur de la Cour constitutionnelle, on a moins peur de l'institution chef de l'État, on a moins peur de la police, parce qu'aujourd'hui, nous avons une police républicaine suffisamment éduquée, suffisamment proche du peuple. Mais lorsqu'on commence par répondre à cette police comme si elle est une institution banalisante, c'est que finalement, on a mis à terre tous les éléments qui dira aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on chante Benzin, quand on chante Biogera, les gens ont l'impression qu'on chante, que ça ne dit rien. Alors qu'avant, il y avait des noms, quand vous les entendez, quand vous entendez des grands noms, il y a ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Quand vous entendez ça, vous avez... Donc, il faut qu'on se demande aujourd'hui de savoir un peu, de façon plus ou moins scientifique, est-ce que les éléments qui nous ont maintenus dans la stabilité aujourd'hui ont encore les forces qu'il faut pour tenir? Moi, je crois que les signes sont suffisamment rouges par rapport à tous ces éléments-là. Il ne nous reste qu'une seule chose, la conscience qu'on a vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la jeunesse qu'on a devant nous, ou vis-à-vis des enfants qu'on a devant nous. Et si très vite, on ne fait pas le retour à la morale, le retour, n'est-ce pas, au sacré, à ce qui nous unit, à ce qui nous met ensemble, je crois que ça va être compliqué. Il faut juste interroger un peu, je parle sous le contrôle des aînés ici, comment on a géré les guerres tribales dans ce pays-là, vous savez. Le Bénin n'est pas... Si le Bénin n'a pas connu la violence jusque-là, c'est parce qu'on a connu un passé violent. On sait comment est-ce que nos ethnies, nos royaumes se sont affrontés durement dans le passé. Et c'est après tous ces affrontements-là, ils ont réussi à se mettre ensemble. Aujourd'hui, un Nago peut se marier avec un Fon, un Bariba peut se marier avec... Ça veut dire qu'on a pensé ces plaies-là. Mais on n'a pas encore fini de les penser. Il ne faut pas relancer la machine de la contradiction. Pour pouvoir retourner dans le passé. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège là. Parce que si on tombe dedans, ça va être très compliqué à gérer par la suite. Très bien. Merci à vous, chers invités. Nous allons maintenant suivre bien cet élément dont je vous parlais. Nous allons pouvoir suivre l'élément et revenir sur ce plateau pour en parler. Journée éprouvante pour les forces de défense et de sécurité que ce dimanche 28 avril 2019, jour de tenue du scrutin législatif. Dans le cadre de la préparation de cette élection, le gouvernement a donné des instructions fermes pour que la police, avec l'appui de l'armée, puisse mettre en place les conditions optimales d'un bon déroulement de ce scrutin. C'est ce qui a été fait et vous aurez dû constater qu'il y a eu un déploiement exceptionnel des personnels de la police républicaine et les militaires.
Dans toutes les localités, il y avait la présence des forces de défense et de sécurité. Entre l'obligation de respecter les consignes de la hiérarchie et la tentation de passer à côté, le sens du devoir a prévalu. En effet, l'ordre de protéger les électeurs, de préserver les vies humaines était sans équivoque. Doit-on le faire au détriment du vote? Oui, en raison des renseignements glanés, faisant état de menaces réelles sur la vie des citoyens de certaines localités. Il fallait veiller au grain. Ceux qui entendaient exprimer leur vote ne devaient pas non plus le faire impérativement au péril de leur vie. La consigne du gouvernement est d'éviter tout bain de sang, qu'il n'y ait pas de mort et de privilégier la préservation des vies. Donc, les électeurs doivent aller s'acquitter de leurs devoirs sans crainte. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons, au lieu de préserver la protection du matériel, il vaut mieux préserver la vie, il vaut mieux tout faire pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Il vaut mieux même que le citoyen s'abstienne d'aller voter que de prendre des risques. Les consignes, encore les consignes, appelant à ne tirer aucun coup de feu, à ne violenter personne, ont résonné dans la tête des forces de défense et de sécurité lorsqu'elles se sont retrouvées face à des enfants manipulés à paracoups, de jeunes gens drogués que l'on envoyait ainsi exposer leur vie en défiant la force publique. Mais ces enfants sont aussi nos enfants, les enfants de la République, et nous devions les protéger au maximum. Donc les consignes avaient été claires. Aucun agent n'avait le droit de faire usage d'armes létales. Et vous avez constaté par vous-même que malgré les violences, malgré tout ce qui avait été utilisé pour mettre à mal le dispositif sécuritaire, les agents ont gardé leur calme. On a tiré sur les collaborateurs à Savet. Ils pouvaient réagir puisque les conditions de légitime défense étaient bel et bien réunies, mais ils ont gardé leur calme, toujours pour préserver la vie de nos populations. La même chose a été observée lorsqu'ils ont mis le feu aux chars de l'armée. Les militaires pouvaient légitimement réagir pour défendre le matériel, mais comme le gouvernement nous a dit qu'il faut éviter à tout prix les effusions de sang, les morts d'hommes, nous avons respecté à la lettre les consignes. C'était cela le dilemme des forces de défense et de sécurité. Dans un contexte où tous les éléments de l'escalade étaient réunis, électeurs parfois battus à sang par ceux qui entendaient les empêcher d'exercer leurs droits civiques, voilà, vous suivez actuellement les mouvements. La mise à contribution de sortilèges vaudous et autres grégeries exposés en pleine rue, devant les édifices publics, des vaudous sortis le jour, contrairement à leur rite, autant d'éléments qui montrent une autre facette, une facette déplorable de nos pratiques et révèlent combien leurs auteurs sont tombés bas. Vous avez aussi constaté que dans plusieurs bureaux de vote, les matériels électoraux ont été saccagés, des fétiches ont été sortis pour empêcher l'accès aux bureaux de vote. Et vous savez, en raison de notre culture, tout ce qui est sacré est respecté chez nous. Donc, dès qu'on sort le fétiche qui ne devrait même pas sortir en pleine journée, on les sort, les électeurs sont obligés de rester chez eux. Et nous avons observé tous ces phénomènes-là. Donc, les actes de vandalisme et de barbarie qui ont été orchestrés, perpétrés un peu partout, peut-être en faisant usage des armes létales aujourd'hui, le pays serait peut-être dans le chaos. Tout cela, au regard des chiffres annoncés par les instances chargées d'organiser les élections et de nos propres constats, a eu pour effet d'affecter la participation des citoyens au scrutin. Mais à l'arrivée, la mission des forces de défense et de sécurité a été assurée avec satisfaction. Les vies ont été préservées, car, au fond, elles sont au-dessus du vote. Oui,
Nous pouvons le dire. 0 coup de feu tiré, 0 usage d'armes. Dans ce contexte, cela mérite d'être souligné. On a préféré subir nous-mêmes les agressions, les véhicules de police qui sont saccagés. On a préféré utiliser rien que le matériel de maintien de l'ordre pour que le scrutin qui devait être une occasion de fête ne tourne pas à un drame. Nous n'avons pas été associés ni de près ni de loin à travers nos comportements à une quelconque mort d'homme. S'agissant des cas de mort allégués par certaines organisations de la société civile, force est de faire remarquer qu'aucune altercation avec les forces de défense et de sécurité n'a eu lieu au point de provoquer des morts. Nous allons renforcer l'utilisation du matériel de maintien de l'ordre et nous invitons les populations à garder leur sérénité, à ne pas céder à la provocation. Et au cas où il y a des informations relativement à des projets d'actes attentatoires à la liberté et à l'ordre public, que les dénonciations soient faites et nous allons prendre les dispositions pour anticiper. Le désordre ne profite à personne. Il vaut mieux ne pas céder à ce genre de comportement pour que l'ordre et la sécurité soient garantis pour chacun et pour tous. Retour sur ce plateau des images, on pourrait peut-être le dire insoutenables, et des images déplorables. Michel Sobossi, après avoir suivi tout ça, quel regard, quelle est votre réaction? Je suis très consterné pour avoir vu ce que j'ai vu. Lorsqu'on en parlait, je ne savais pas que c'était de telle ampleur, mais quand j'ai vu tout à l'heure sur votre écran ce que j'ai vu, je crois que vraiment nous sommes descendus suffisamment bas. Et je crois, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis. Et c'est des gens qui ont commandité ça. Et c'est ça, je dis, il faut qu'on arrête cela. Parce que nos enfants, notre jeunesse n'a pas besoin de ça. Notre jeunesse a besoin d'autres modèles que ce que nous sommes en train de leur faire voir. Et les commanditaires de tels actes de violence doivent pouvoir vraiment se regarder dans le miroir et dire, mais qu'est-ce que nous avons vraiment de façon claire à proposer à notre jeunesse? Est-ce que c'est de ça que notre jeunesse a besoin? Non. Et je dis, pour avoir dirigé le pays pendant des années, pour avoir fait ce qu'on a pu faire, il est temps quand même qu'on laisse les autres aussi évoluer et que le peuple apprécie le moment venu. Pourquoi on pense que parce que on n'a pas pu prendre part aux élections, parce que sa formation politique n'a pas pu prendre part aux élections, on doit pouvoir amener de tels actes de violence et sortir les jeunes dans les rues pour le vandalisme. Moi, je crois que ce n'est pas bon. Et puis, vous l'avez, votre image, ou bien votre élément l'a bien souligné, il y a des sorties de fétiches. Donc, tout ce qui était sacré dans notre société commence par être désacralisé. Et je crois que ce n'est pas bon. Il va falloir que les gens reprennent conscience pour nous éviter tout ça. Donc, moi, je crois que avec tout ce qui se passe là, la police jusque-là a fait son travail de façon consciencieuse. Le chef de l'État ou le gouvernement a donné des instructions pour qu'il n'y ait pas usage d'armes létales. Et c'est que le général Ronokwe nous a présenté. Mais je crois que ça ne doit pas continuer comme ça. À un moment donné, l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités pour davantage protéger les biens des populations. Maître Bastien Salami, vous savez, le code électoral a tout de même prévu des dispositions pénales en ce qui concerne quand on empêche un citoyen de voter, par exemple, quand on sort le fétiche et tout cela. Est-ce qu'on pourrait dire que les commanditaires, par exemple, sont ignorants de ces dispositions? Non, je ne crois pas. Je crois qu'avant de venir aux sanctions, j'aimerais exprimer ma désolation. Je suis très triste de savoir que les petits impôts, les petites recettes qu'on perçoit chez des artisans, des petits coiffeurs de la rue, des tresseuses du coin, des menuisiers, des plombiers, hein, quand ils consomment la TVA qu'on récupère,
ces petites économies qui nous permettent de réaliser des infrastructures dans l'intérêt de toute la population du Bénin, vivre en direct comme ça, comment quelques bandes d'individus organisés se mettent à saccager, ça crée de la tristesse et ça ne me rend pas fier. Le seul point de fierté que j'ai, c'est l'attitude républicaine de la police de notre pays. C'est pour la première fois, je dis chapeau aux autorités qui dirigent dans ce pays, chapeau au gouvernement, chapeau aux policiers qui ont fait un travail professionnel. C'est pas facile. Vous imaginez, vous avez la force de brimer un moustique qui vous embête, qui tourne autour de vous, mais comme on vous dit, mais si jamais vous tuez ce moustique, par exemple, ça peut générer d'autres, ça peut avoir des complications. C'est exactement comme ça. Vous avez des armes en main, vous êtes menacé avec une arme de fabrication artisanale, vous pouvez faire feu. Mais vraiment, c'est frustrant de vivre ces situations-là. Pourtant, on l'a vécu. Pourquoi? Au nom de la République, au nom de la paix. Mais la paix viendra. Et les Béninois feront le compte le moment venu des autorités, les personnalités, celles qui sont vraiment démocrates, celles qui cherchent le bien-être des populations et les personnalités qui ont d'autres agendas inavoués. Est-ce que vous croyez que les jeunes qui sont descendus dans les rues, par exemple, les jeunes qui sont peut-être, qui ont commis ces actes, ne sont pas assez matures selon vous? Vous savez, tout à l'heure, le sociologue a fait une démonstration. La maturité n'a rien à voir avec l'endoctrinement. Lorsque vous avez un modèle, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aiment le président Yahi au point de l'adorer? Ça n'a rien à voir avec la maturité. Lorsque vous pensez que c'est un modèle, jusqu'au moment où vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a des gens qui pensaient jusque-là que l'ancien président était un modèle, mais qui, face à la réalité, se disent, mais attendez, si réellement il est capable de faire ça, moi j'arrête. Il y en a qui pensent ça aujourd'hui. Ils disent, ah non, 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 ces enfants sont où? Moi, il y en a qui réfléchissent déjà, parce que le reportage qu'on vient de voir a révélé des choses graves. Et on peut se demander, mais pourquoi pas à Porto Novo? Pourtant, il y a eu un grand parti politique qui a été recalé pour les mêmes raisons, mais dont la population se comportait en bon citoyen républicain. Et pourquoi est-ce que c'est seulement dans des régions ainsi déterminées qu'on constate ça? Ça voudrait dire que, et c'est là où j'aborde la question que vous avez posée, à savoir s'il n'y a pas des dispositions. Bien entendu qu'il y a des dispositions. Le Code pénal a prévu des dispositions allant jusqu'à la privation de liberté pendant plus de 5 ans, pendant des années, pour des actes qui ont été révélés. Mais les investigations vont continuer. Vous savez, j'aime bien la méthode de travail de notre gouvernement parce que tout est dans l'efficacité. On n'improvise pas. Tout a un agenda. On ne fait rien de manière isolée, sans réfléchir. Il faut tout planifier. Si jamais les dispositions qui avaient été prises ne l'étaient pas, vous imaginez dans quel canage se trouvait déjà le Bénin? Peut-être que vous aurez déjà votre cantine sur la tête, en train de marcher vers le Nigeria ou le Togo. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour le Bénin? Ce n'est pas ça. Les dispositions sont là. La loi sera appliquée dans sa dernière rigueur. Ne vous inquiétez pas. Ce qui me gêne, j'ai ouï dire qu'il y a parmi ceux qui embrasaient les édifices, il y a des gens qui parlaient avec une autre langue qui n'est pas une langue habituée aux Béninois. On se dit, bon, il n'y a pas que des Béninois qui ont agi comme ça. Il y a des gens qui ont infiltré, qui ont été cherchés dans les pays voisins pour venir commettre ça. Et c'est normal, parce que le Béninois, la violence, comme l'a dit le sociologue, la violence n'est pas le propre des Béninois. Le Béninois est très pacifique. Et le Béninois ne va pas, n'ira pas des destructions de certaines choses. Il y a des choses que le Béninois ne ferait pas.
Voyez-vous, lorsque par exemple, on va attaquer la maison d'un député, mais ce député a des parents aussi. Vous imaginez si ces parents aussi se mettaient à aller attaquer les autres. Qu'est-ce qu'on veut? La loi sera appliquée. De toute façon, les investigations continuent. Hein? Et ça ne peut pas rester impuni. Ça, c'est vrai. Très bien. C'est évident. Jacques Aguia Daro, quand nous revisitons un peu ce que nous avons suivi, cela a confirmé quelque peu ce que vous avez dit auparavant. En ce qui concerne le sacré aussi, les fétiches qui sont sortis, alors que c'était destiné par exemple pour la nuit et tout cela. Quand vous visualisez ou quand vous regardez ces images, quelle appréhension vous avez? Oui, ça montre un peu comment le mercure est en train de prendre, n'est-ce pas, d'assaut des espaces protégés, n'est-ce pas, et parce que si on peut soyons clairs là-dessus, ça ce n'est pas de vaudou, ce ne sont pas des fétiches, parce que je ne crois pas qu'il existe au Bénin une divinité qui choisit le chemin de porter obstruction, n'est-ce pas, à la vie sociale, à la paix, à la morale. Nos divinités ne sont pas dans ce jeu-là. Donc c'est pour dire que pour obtenir une seule chose, les gens sont capables, n'est-ce pas, d'aller jusqu'à bousculer les mœurs, jusqu'à bousculer le sacré. Et je crois qu'on va très loin par rapport à ça. Deuxième chose, vous voyez, ce sont des images que nous voyons des autres pays et on se dit, ah, pourvu que ça n'aille. Il y a même des familles où quand ces images sortent, ils zappent la télévision parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant regarde ça. Alors, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui veulent suivre les télévisions béninoises. Mais ces images-là, n'est-ce pas, quand on leur dit que ça se passe chez eux, au Bénin, ici, à côté, dans la maison, qui est juste derrière eux, vous voyez un peu, ça compte pas être proche, ce qui était si loin d'eux. Nous, nos parents nous ont raconté, il y a 30 ans, 40 ans, les guerres, les conflits. On nous a raconté la période révolutionnaire. On ne peut pas être témoin de ça. Donc, c'est pour dire que, aujourd'hui, c'est comme si on est en train de faire table rase sur un passé. C'est comme si, aujourd'hui, on est en train d'enculturer les gens dans la violence. C'est comme si on est en train de faire on est en train de banaliser et d'instrumentaliser un petit peu les édifices. Mais imaginez-vous ce que nous venons de voir à la télévision là. Vous avez vu le bien public qui est sacré. Le bien public détruit par des semblables, par des citoyens. Alors, lorsque ce qui est à nous tous, une personne peut détruire ça, ne croyez pas que d'autres vont essayer d'applaudir ça. C'est pas évident. C'est parce que certains ont eu le monopole de la violence. Alors que le monopole de la violence, on ne peut pas laisser ça à tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir le monopole de la violence dans une société. Pourquoi on est en démocratie? On est en démocratie parce qu'on s'est entendu pour qu'il y ait un compromis, pour que chacun libère, n'est-ce pas, un certain nombre de choses et laisse à gérer par d'autres institutions. Quand on arrache le monopole de la violence et qu'une partie a le monopole de la violence, certains, puisque l'État est là pour couvrir tout le monde. Il y a eu 34 arrondissements, 35 arrondissements qui ont affecté l'image de toute une nation. Ça pose un problème réel. Ça veut dire que 2-3 personnes peuvent embrasser tout un peuple. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième chose, comme le dit si bien l'UNESCO, c'est qu'il faut semer dans le cœur les germes de la paix. Ça veut dire que et c'est dans l'éducation qu'il faut retrouver la réponse à la paix. Et tout le monde sait que les questions d'éducation se posent d'une génération à une autre, d'un aîné à un enfant. Alors, lorsque ce sont les aînés, n'est-ce pas, qui vous disent que le modèle aujourd'hui, l'âme aujourd'hui, c'est de mettre le feu, ça veut dire qu'ils vous éduquent au feu, ils vous éduquent à la violence. Moi, je mets toujours l'accent sur le rôle que jouent les aînés dans ces genres de circonstances-là. Vous voyez un petit peu. Ça peut sembler être un peu banal, ça peut sembler être un peu bizarre, mais ce sont des violences électorales, c'est des violences politiques. Mais ne soyez pas perturbés, ne soyez pas étonnés que sur d'autres espaces, les gens déportent la culture de la violence. Sur d'autres espaces, vous savez, les familles qui ont grandi où l'oncle et le papa et la maman tout le temps en train de se violenter, ce sont des enfants qui naissent dans l'esprit de violence, qui naissent dans l'exploitation de la violence. Donc ça peut commencer autour des questions électoralistes, mais après, ça peut créer tout un modèle de vie autour de la violence. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que... c'est un problème énorme. Il faut ce qu'on peut appeler une sorte d'échelle.
je veux une chose, mais il faut que je vois jusqu'où je peux aller. Je suis d'accord qu'il faut des élections inclusives. Je suis d'accord qu'il faut la paix. Je suis d'accord qu'il faut exprimer, n'est-ce pas, par les moyens légaux, mais sa volonté, ses aspirations. Mais après, j'essaie un peu de classer les priorités pour dire que j'ai ce que je veux ou que le sang coule, où est la priorité. Parce qu'il faut apprendre aux gens aussi à peser pour dire, attention, que veulent-ils? L'arme qui est utilisée va donner quoi? Entre la conséquence de l'arme utilisée et la privation de ce que je veux, qu'est-ce qui est prioritaire? Aujourd'hui, on veut une élection inclusive, oui. On veut un pays à feu. Il faut essayer de voir un peu. Parce que là où les gens ne sont pas en mesure de faire un choix, c'est que c'est fini. Aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que juste pour ça, il faut sacrifier toutes des générations. Les pays qui ont pris par là, ils ont fini, mais ils sont en train de gérer les arrières jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut que chacun de nous comprenions que ce n'est pas une histoire d'1 an, 2 ans, 3 ans. C'est des dizaines d'années. Ce sont des séquelles psychologiques, des séquelles. Vous savez, demain, c'est le service. Peut-être que beaucoup se demandent s'ils doivent aller au service demain. Mais après, s'ils ne vont pas au service demain, c'est l'économie du pays qui est atteinte. Beaucoup se demandent, moi, en venant ici, j'ai eu des appels, mes parents ont appelé, pour dire, ne bouge pas de la maison. Cette psychose-là, on ne comprend pas ce qu'il y a des gens qui, je ne souhaite pas, mais des gens peuvent piquer des crises juste pour ces gens de psychose-là. Pour venir ici, j'ai dû laisser mon véhicule en circulation. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue que parfois, il faut éviter que la contre-référence soit érigée en référence, en norme et en valeur. Parfois, il faut accepter perdre pour gagner plus. Parfois, il faut privilégier l'intérêt collectif aux intérêts individuels. Parfois, il ne faut pas perdre de vue que puisque tout ce que tout à l'heure, monsieur le ministre l'a expliqué, nous vivons une sorte de tournure, n'est-ce pas, de notre histoire politique. Et il faut comprendre que lorsque le cycle est fermé et qu'un nouveau cycle s'ouvre, il y a toujours la sélection naturelle qui passe par là. Certaines chutent, certains résistent, certains tombent. On a fait les années 60. Beaucoup ont disparu de la scène dans les années 60. Je suis sûr qu'en 90, beaucoup ont quitté la scène. Mais si à chaque instant, à chaque cycle ou à chaque agenda de transformation de notre cycle politique, il faut verser le sang, ça veut dire que nous aurons chaque fois... Nous avons eu 90 sans bain de sang. Ça veut dire que nous avons démontré qu'il est possible de faire des tournures, de faire des transformations, de faire des changements structurels sans bain de sang. C'est ce modèle que nous devons vendre. Et c'est ça qu'il faut encore. Moi, je crois qu'on est capable d'obtenir ce que nous voulons sans les bains de sang parce qu'on a réussi ça dans le passé. Et on ne change pas une recette qui marche. La recette, là, est où? Il faut la rechercher à nouveau. Et donc, se pose la question de savoir que l'État, et vous l'avez souligné aussi, devrait également prendre ses responsabilités. C'est vrai, parce que ça commence, quand ça voudrait embraser maintenant la vitrine du Bénin, c'est quand même, ça peut susciter la peur, la vitrine du Bénin Cotonou, où il y a plus, par exemple, l'administration, il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent à Cotonou, véritablement, et donc, ça risque d'embraser, par exemple, les villes périphériques, Sémekpodi, Abomey-Calavi, la cité d'Ottawa et tout cela. Et donc, véritablement, on attend les pouvoirs publics sur cet aspect. On va espérer que ce soit vraiment le dernier acte du genre auquel nous allons assister. Parce que, moi, je crois, avec tout ce qui s'est dit, avec tous les cris de détresse que les gens poussent, les investigateurs doivent pouvoir quand même se remettre en cause et dire est-ce que vraiment nous allons continuer à faire comme ça? Parce qu'en réalité, on dit chez moi, si tu vois un enfant qui danse au bord de la voie, c'est qu'il y a quelqu'un en forêt qui est en train de lui taper les tam-tams. Donc ça veut dire qu'il y a des gens derrière ça. Et ces gens, je crois qu'ils vont se raviser pour que cela ne continue pas. Et si effectivement, ils pensent qu'ils doivent continuer, l'État sera bien obligé de prendre ses habilités. Et comme l'a dit le maître Salami, les tests existent et vont être appliqués à qui de droit. Et que les gens ne pensent pas qu'ils feront tout ça de façon impunie. Les tests vont être appliqués. Alors, lorsque vous ne savez pas reconnaître votre place, on vous la montrera pour dire voici votre place. Donc, vraiment, que les uns et les autres sachent raison garder pour que nous ne continuions pas dans cet appel à la violence parce que cela n'arrange personne.
et personne ne pourra vraiment fuir le pays. Et que les gens ne pensent pas que lorsque ça va démarrer, ils pourront partir. Non, on s'organisera pour qu'ils ne partent pas. Ça, c'est très clair. Donc, par conséquent, vraiment, moi, j'appelle à ce que les gens cessent de commanditer ça et que la paix revienne dans notre pays. On vient de finir, comme l'a dit le sociologue, c'est un cycle, un nouveau cycle politique qui recommence. Parce que le président Talon, quand il est venu, avant de venir, il a parlé des réformes politiques. Est-ce que réellement, il y a un Béninois qui était fier de ce qu'étaient les systèmes partisans dans notre pays? Un petit pays comme le Bénin, où nous avons près de 300 partis politiques, ça ressemble à quoi? Quel développement nous voulons assurer avec ça? Et il a été question qu'on réforme les systèmes partisans. Et toute la classe politique est d'accord à ce que ces systèmes partisans soient réformés. Alors, lorsqu'on lance la réforme, il faut que les uns et les autres acceptent les sacrifices et qu'ils fassent le nécessaire pour se mettre en règle. Ce que j'ai déploré, par exemple, avec notre opposition, contrairement à ce que la mouvance a essayé de faire, c'est-à-dire se regrouper en deux grands blocs, moi je m'attendais également à ce que l'opposition politique béninoise se regroupe, ne serait-ce qu'en deux blocs aussi. Mais vous avez vu, chacun a voulu rester maître de son jeu et a voulu continuer à garder son parti politique, qui évidemment sert de fonds de commerce pour les acteurs politiques, parce que c'est avec ces partis politiques qu'ils font les négociations et ils montent les enchères quand il faut. Alors, personne ne veut lâcher. Et à ce niveau, vraiment, ils sont restés sur leur confort et ça ne peut pas continuer. Et vous avez vu, quand nous prenons les partis politiques qui sont nés de cette réforme du système partisan, ce n'est pas 2, 3, 4 partis qui sont mis ensemble. Quand vous prenez l'Union progressiste, c'est une centaine de partis politiques, ou plus d'une centaine de partis politiques qui sont mis ensemble avec des mouvements politiques. Quand vous prenez le Bloc républicain, c'est plein de partis politiques qui sont mis ensemble. Donc, par conséquent, les autres doivent pouvoir également faire l'effort de se mettre en bloc, parce que avec la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral, moi je parie qu'un petit parti comme on était là, les partis de quartier, les partis d'arrondissement, ne peuvent pas faire face aux conditions pour pouvoir vraiment se présenter valablement aux élections. S'ils se mettent ensemble, ils réussiront parce qu'ils auront des leaders dans chaque région qui pourront essayer de drainer ce qu'il faut pour que le moment venu, ils soient à jour. On vient de terminer les élections législatives, mais dans 12 mois, on aura les élections communales. Pourquoi ne pas s'organiser pour être à jour, pour prendre part à ces élections communales et à l'élection présidentielle qui va intervenir en 2021 et également d'autres élections législatives dans 4 ans. Donc moi je crois, on a fait les élections législatives en 2019, mais ce n'est pas la fin du monde. Il va toujours avoir des élections dans notre pays, que les gens s'organisent pour être prêts pour aller aux élections les prochaines fois, au lieu de penser qu'on doit mettre le pays à feu et à sang comme on le voit. Voilà ce que je pense. Très bien. Le sociologue parlait d'une recette à perpétuer. Hier, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amousso, Antoine Guy Kolaolé et Mathurin Kofinago parlaient également d'une tradition à perpétuer. Ils illustraient cela par la facilitation des travaux de la conférence nationale par la présence des anciens présidents de la République de l'époque. Je voudrais préciser quelque chose. Nous sommes dans ce pays, je crois que ça devrait être en 2011. Il y avait des élections présidentielles. Et à ces élections, il n'y a eu que le premier tour. Vous vous souvenez? Le chaos est intervenu. Bien, on avait appelé ça le chaos. En ce moment-là, c'était le chaos présidentiel. C'est-à-dire, on allait aux élections, ce qui ne s'est jamais produit dans le Bénin, c'était produit. Et il n'y avait pas de second tour. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Vous vous souvenez? Rien du tout. Rien du tout, parce que la culture de la paix habitait déjà toujours le Béninois. Il n'y avait pas un ancien président qui s'était levé pour dire non, qu'on n'est pas d'accord et que le président doit partir. Qui vous souviennent? Bien. En 2000, aujourd'hui 2019, si vous voulez, on peut l'appeler chaos parlementaire ou si vous voulez. Hein? Mais cela procède de la mise en œuvre des textes qu'on a votés.
un bon démocrate, un bon républicain. On s'incline. S'il n'y a pas autre chose derrière, je ne comprends pas que l'on puisse remettre en cause l'ordre qui est constitutionnel. S'il n'y a pas autre chose derrière, il va falloir qu'on revienne aux fondamentaux. Il va s'installer dans quelques jours une nouvelle assemblée, la 8e du genre, vraiment rajeunie. Qu'on veuille ou non, une page est tournée et résolument des Béninois qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale, aussi bien des progressistes que des républicains, il ne faut pas vous tromper. Ce ne serait pas une partie de plaisir. Les élections n'ont pas été une partie de plaisir. Après, du moment où il y a compétition, ce n'est jamais facile. Parce qu'il y a une place pour deux. Et vous voulez qu'on s'amuse, qu'on se serre les mains, Non, ils vont se battre. Et il y a l'Assemblée nationale. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et vous savez, d'un côté, vous avez les progressistes, mais de l'autre, vous avez les républicains. Avant d'y arriver, c'est notre deuxième sujet. Oui, avant d'y arriver, Maître Bastien Salami, c'est vrai, il y a de ces violences, véritablement, mais vous souhaitez qu'on puisse retrouver un peu cette culture de la paix, véritablement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire fondamentalement maintenant pour... Oui, avant de vous retrouver, Michel Sogossi, on va chaque Aguia Darou. Respecter les tests, c'est tout. Moi, je crois que s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est d'inverser un petit peu le camp de la peur. Ça veut dire quoi? Il faut avoir peur de quelque chose qui est commun que d'avoir peur de perdre quelque chose qui est à soi. Tant qu'on n'aurait pas réussi à remettre un petit peu dans la conscience des uns et des autres qu'il y a quelque chose qui nous appartient à nous tous, qu'il faut préserver. Et comme vous savez, on dit souvent que le lien social n'est fort que lorsque on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus fort que tout le monde. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on arrive à retrouver ce qui est plus fort que chacun de nous. Et ce qui est plus fort que chacun de nous aujourd'hui, pour l'obtenir, c'est qu'il faut rétablir l'ordre. C'est-à-dire le monopole de la violence, il n'est pas à tout le monde. Il appartient à une force républicaine. Donc, je suis sûr que la police va glisser dans son seuil de tolérance parce qu'elle comprendra qu'à un moment donné, il faut qu'elle récupère le monopole de la violence positive. Donc moi, je crois que les consignes qui ont été données à ce qu'il ne faut pas tirer sont des consignes nobles. Mais les gens peuvent essayer d'interpréter ça comme une fragilité, une facilité ou une porte ouverte pour exercer une violence. Donc il faut rétablir ça. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut commencer par établir, comme l'a dit tout à l'heure le maître, que le culte, c'est pour dire tout le monde peut perdre à tout moment un peu le culte qu'il y a autour de lui. Parce que tant qu'il y aura plusieurs pôles de référence, c'est qu'on finira par obtenir ce qu'on est en train d'obtenir là. Ça veut dire qu'on viendra à un moment donné où certains sentiront qu'ils sont dépossédés du culte qu'ils représentent aux yeux de la jeunesse, aux yeux de la foule. Parce que c'est une question de crédit, comme on le dit dans les analyses sociopolitiques, c'est une question de crédit. Lorsque votre crédit est élevé, vous prenez des risques. Lorsque votre crédit est faible, c'est comme une banque. Quand il y a beaucoup de déposants à la banque est forte. Mais quand il y a beaucoup de retraits, la banque est fragilisée. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de déposants autour d'un certain nombre de personnes qu'ils continuent à jouer ce jeu-là. Ça veut dire quoi? Comme vous le faites aujourd'hui sur ce plateau-là, sur les paroisses, dans les églises, dans les amphis, tout et tout, il faut mettre le mercure sur d'autres choses qu'au-delà de ce que nous attendons aujourd'hui. Et vous allez voir que certains auront l'impression, vont vite comprendre que le peuple a choisi autre chose que de suivre les individus, mais il a choisi de suivre la République. Donc, il faut intensifier la communication, la sensibilisation. Il faut inverser un petit peu le discours pour que certains sentent qu'ils sont en train de perdre un petit peu le culte qui leur est voué. Lorsqu'ils vont le sentir, c'est sûr qu'ils vont reculer. Et après, il faut s'attendre à ce que, vous savez, action interpelle une réaction.
Donc, c'est sûr que certaines personnes vont être rappelées, certaines personnes vont être prises, tout et tout, parce que, vous savez, quand vous allez quelque part, on vous dit que là, ça fait peur, vous allez reculer. Mais si rien ne vous fait peur, vous allez continuer. Il faut commencer par installer un petit peu le seuil de la peur pour que chacun puisse reculer. Parce que si ça prend à Cotonou, sans effet, et que c'est allé loin, on va faire une tentative à Porto-Novo. On fait une tentative à Abomey. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut en même temps créer dans la conscience des gens que, attention, quand ça a pris ici, voilà les faits, pour que d'autres puissent reculer. Parce que s'il n'y a rien qui recule, on va croire que la tendance générale, c'est d'aller au bout. Donc moi, je crois qu'il faut revoir un peu la tactique, et après, il faut jouer sur la psychologie des uns et des autres. Et après, moi, je crois encore une fois que nos aînés, nos dirigeants, à un moment donné, vont lire dans la conscience collective, ils vont lire dans le peuple qu'il faut reculer et donner rendez-vous, n'est-ce pas, à l'environnement politique, dont d'autres agendas vont venir et on pourra obtenir ce que nous voulons. Je crois encore une fois que quelque chose de nouveau va sortir certainement dans la journée de demain, ou la nuit va porter comme conseil, comme on a l'habitude de le dire. Michel Sogossi. Oui, merci beaucoup. Avant de venir à des propositions, je voudrais ajouter à ce que Maître a dit tout à l'heure par rapport à 91, pour rappeler qu'en 96, lorsqu'on a fait l'élection présidentielle, le président Soglo était retourné à une troisième campagne électorale. Mais il a été rappelé à l'ordre. Et très tôt, il s'est ravisé. Alors, en 2011, rappelez-vous, le fameux chaos du président Boni Yayi sur Maître Adrien Mbedi. Mais ça pouvait appeler aussi à de la violence. Surtout qu'il y avait eu cette lépie de Arif Bako où beaucoup de Béninois avaient estimé ne pas se retrouver. Et il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas retrouvé leur droit civique, c'est-à-dire le droit de voter, parce qu'ils ne se retrouvent pas sur les listes électorales. Alors donc, ça pouvait aussi appeler à de la violence. Mais malgré tout ça, les acteurs politiques, parce que majeurs, se sont tus et ont essayé de sauvegarder la paix dans notre pays. Moi, je ne vois pas pourquoi cette année, surtout l'ancien président Boni Yayi, qui a dirigé le pays pendant 10 ans, et chacun a vu ce que ça a été, ces 10 ans de son règne. Alors, voir aujourd'hui que c'est le moment de semer le désordre dans le pays, moi je crois que vraiment il faut que cela cesse et que l'on ne continue pas à cultiver cette violence-là pour que très rapidement nous retrouvions le chemin du travail et que le Bénin puisse véritablement se relancer pour son développement. Très bien, merci beaucoup. Nous allons amorcer maintenant la deuxième partie qui intéresse bien Maître Bastien Salabi. Les grandes tendances, nous les avons eues hier. La Sénat et donc les grandes tendances, c'est bien le Bloc républicain 36 et l'Union progressiste 47. Nous allons parler de la prochaine législature, la 8e législature. Pour vous, il y a des défis certainement à relever. Le premier défi, déjà, c'est que nous aurons une assemblée homogène. On n'aura pas des députés qui viennent à l'Assemblée nationale avec leur seule voix pour, comment dirais-je, marchander des prébendes, voilà, et puis jouer avec la minorité de blocage, faire chanter les gens pour voter, pour se prononcer sur des décisions importantes pour le pays, des accords, qu'on soit obligé d'encore... Non, c'est-à-dire, il faut qu'on s'inscrive dans le schéma de la nouvelle charte des partis, qui a voulu que... C'est dommage, je crois que vous avez annoncé l'arrivée de Bio-Bragou, voilà. Voilà, on devait être ensemble, parce que je dis ça parce qu'on était ensemble à cette rencontre organisée par l'Assemblée nationale. Il y avait toutes les sensibilités à ce séminaire parlementaire où on a amené des contributions, le PCB, tout le monde a amené des contributions, et tout le monde est d'accord. Je peux même vous dire qu'il y a des moments où l'enjeu était très très élevé et on a fini par gommer les aspérités pour accepter les contributions de ceux qui étaient hostiles.
C'est dire que moi, j'avais présenté comme si on était à une conférence nationale. J'avais même eu l'occasion de dire ça ce jour-là. On s'était entendu. Et les lois ont été votées normalement, ainsi que l'a rappelé monsieur le ministre. Tout le monde était favorable. Mais aujourd'hui, sa mise en œuvre fait que ceux qui n'étaient pas préparés se sont retrouvés recalés. On ne va pas revenir là-dessus, le débat n'est pas là-dessus. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec... Il y a quelque chose qui m'a, au passage, écorché, c'est que hier, quand j'entendais l'ancien président de la République dire « Nous ne serons pas d'accord, 93%, c'est très grave que le président de la République dise, avance des chiffres, alors même que la Sénat ne s'est pas encore prononcée. Encore, la Sénat, ce n'est que des tendances. Oui. La Cour constitutionnelle, qui est l'organe habilité à publier les résultats, ne s'est pas prononcé, commence à créer la panique, la peur dans la population en disant 93% de Béninois. Même s'il y avait 1%. Même s'il y avait 1% de Béninois qui avaient eu la possibilité de participer, on ne peut pas remettre en cause les résultats des élections. Parce que il n'y a pas un seuil de validité. Il n'y a pas un seuil de validité. Il n'y en a pas. La loi ne l'a pas prévu. Donc, là où ce que la loi n'a pas prévu, le juge ou les politiques ne peuvent pas distinguer. Le juge ne distingue pas là où la loi n'a pas distingué. À plus forte raison, un individu qui n'est ni juge, qui n'est ni habilité à le faire. C'était dangereux déjà de commencer à dire qu'il y a 93% de Béninois qui ne sont pas d'accord, ce qui est faux. Donc, cela procède de la manipulation, de l'intention de créer la psychose dans le public. Et au final, pour l'instant, la tendance, c'est de moins de 24 ou 22%, 23%. La tendance. Cette tendance, 23% pour 86% de dépouillement. De dépouillement. Voilà. Mais à la fin, lorsque tout sera fait, on saura quelle participation il y a eu. Et on peut regretter que le taux soit inférieur par rapport à ce qu'on avait les années précédentes. Et l'explication est simple. Vous savez, lorsque vous avez moins d'offres, naturellement, il y a moins d'engouement. Vous savez, lorsque vous avez 15 partis, 12 ou 13 partis qui allaient en compétition, chaque parti venait avec des billets de banque comme on en avait l'habitude. Ce qui fait que, bon, si vous n'y allez pas pour X, vous y allez pour Y ou Z parce que l'un d'entre eux a quand même sorti le billet. Aujourd'hui, l'argent s'est rarifié. L'argent qu'on dépensait n'importe comment servira à autre chose, naturellement. Donc voilà, ce sont ces éléments ajoutés à la peur organisée, orchestrée, exprès par les personnes qui instiguent à la violence, a formé un cocktail qui a contribué à la réduction du taux de participation. Maintenant que on sait que la loi n'a pas prévu un seuil de validité ou de validité, les élections ont eu lieu, vous allez assister dans quelques jours, nous allons assister dans quelques jours à l'installation des députés. Hein, les 83 députés seront élus dans quelques jours. Justement, par rapport aux défis à relever, ils ont quand même des défis à relever. C'est pourquoi nous en parlons maintenant, avant de vous retrouver, Maître Bastien Salami. Pour vous, certainement, Jacques Aguiar-Daro, ces députés, ces 83 citoyens de ce pays qui siégeront à l'Assemblée nationale, ont quand même pour les 4 prochaines années des priorités véritables. Oui, ils ont des priorités et je voudrais, peut-être je vais dire quelque chose qui dépasse, qui est au-delà de mon âge, peut-être. Bon, c'est comme le scénario en 90, les premiers députés. Je crois que ça va être pratiquement le même scénario. Donc, ils viennent dans un nouveau système, dans un nouveau format, une histoire qui est tournée. Donc, le défi qu'ils ont à relever aujourd'hui, c'est comme le défi qu'avait à relever la première législature en 91. Voilà, merci beaucoup. En 91. Ça, il faut que individuellement, chaque député soit conscient de ça. Ça, c'est très important. Et quand on dit un défi comparable à 91, imaginez-vous de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, ils sont là aujourd'hui pour répondre à des aspirations sur 30 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que la volonté de réformer le système partisan, c'est à l'épreuve d'un certain nombre de vécus dans le passé. Et ça veut dire quoi? Qu'ils doivent pouvoir donner raison à ceux qui ont voulu ça depuis des années.
comme ceux qui ont perdu leur vie pour qu'on ait la conférence. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est un défi. Pour moi, c'est le plus grand défi, ça. C'est comment pouvoir être à la hauteur de toute cette lutte historique qui nous a amenés là. Et c'est pas facile de venir dans un système qui vient plus ou moins un petit peu nettoyer un système mis en place par la conférence des forces vives de la nation. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le mercure descende, le mercure doit pouvoir monter pour nous faire croire qu'on peut encore régler d'autres choses au niveau de notre architecture. Parce que si jamais la mandature décourage, c'est que le mythe de la Constitution va rester comme tel. Les gens vont dire de ne pas toucher à la Constitution parce que quand on a bougé un peu le système partisan, voilà ce que c'est en train de donner. Quand on va toucher alors à notre Constitution, voilà. Donc, il doit pouvoir rétablir un petit peu. Et vous savez, tout peuple cherche à conserver ce qu'il a. Et a peur de l'inconnu. Donc, il doit pouvoir nous démontrer que vous n'avez pas tort de prendre le risque d'innover, de prendre le risque de bouger. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas un message pour le Bénin seul. Le Bénin, en allant à la conférence des forces de la nation, a donné un signal à toute l'Afrique. Mais ce nouveau système partisan aussi, beaucoup de pays veulent voir un peu ce que ça va donner. Ça veut dire qu'on a besoin aussi, cette mandature doit pouvoir aussi marquer la conscience politique des pays qui nous entourent, qui vont voir, le modèle béninois a encore marché avec un système plus ou moins structuré, donc on peut démultiplier ça. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention sur la conscience politique internationale, sur ce qui est en train d'arriver au Bénin. Parce que tout le monde n'est pas prêt aussi à accepter des changements majeurs dans un pays qui peuvent affecter ou bien qui peuvent se démultiplier dans les autres pays. Donc, il faut voir qu'il y a des défis au-delà du Bénin. Parce que les gens croient peut-être pas qu'on soit capable d'avoir un système aussi organisé que ça. On n'est pas si mature pour ça, tout et tout. Mais la mandature doit pouvoir prouver qu'on est capable de ça. Et si c'est vrai au Bénin, ça peut être vrai dans les autres pays. Mais après, maintenant, il faut pouvoir penser les plaies. Il faut pouvoir démontrer, parce qu'ils ne sont pas là pour les 22%. Parce que dans les 22%, ou bien dans le reste des 22%, il y a ceux qu'on a acquis, on n'a pas permis d'aller voter. Ceux qu'on a empêchés de voter. Ils ont envie quand même de sentir qu'on a pris en compte leur aspiration. Ça veut dire que cette mandature qui vient est là pour les 100% de Béninois que nous constituons. Donc, ils doivent pouvoir écouter le message de ces 100% de Béninois et leur démontrer encore une fois que nous ne sommes pas là juste parce qu'on s'est battu pour être là, mais nous sommes là parce qu'on a écouté, on sait ce que vous voulez, on va satisfaire toute la nation. Donc, chacun a besoin de se retrouver dans ça. Sinon, le discours qui est que, bon, c'est 83 députés qu'on a nommés tout et tout, risque de faire école. Donc, ce sont les premiers pas qui vont montrer en premier pas que, bon, voilà, il ne faut pas donner raison. Les gens vont regretter d'aller voter lorsqu'ils verront la maturité de la 8e législature. Ceux qui sont allés voter vont regretter d'avoir voté s'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Donc, il y a un message très fort par rapport à ça. Et après, il y a l'enjeu de la légitimité. Ils ont la légalité. Il faut qu'ils recherchent un petit peu la légitimité sociale. Et cette légitimité sociale, ils vont retrouver ça lorsqu'ils vont rester en harmonie avec les tests qui ont été votés. Parce que le système partisan, ce n'est pas seulement une architecture physique, une architecture institutionnelle, mais c'est un comportement, c'est une manière de faire les choses. Ça veut dire que désormais, ce sont des idéologies qui vont se construire. On a ceux qui sont dans un modèle de type libéral à visage humain. Maintenant, il faut l'illustrer. Il faut en faire une école pour que tout Béninois, là où il est, puisse savoir qu'on réfléchit désormais de cette manière-là. Ceux qui sont socialistes, il faut qu'il y ait une culture, un discours. Aujourd'hui, nous voulons, en écoutant le député, sans qu'il ne dise son bord, qu'on sache en même temps que voilà un député qui se retrouve dans tel voilà un député de tout ça. Pour que progressivement, on arrive à faire une resocialisation politique, une rééducation politique, pour qu'aujourd'hui, d'ici 10-15 ans, puisqu'on va faire le bilan, après peut-être 10 ans, et on sentira que les gens ont commencé par croire aux idéologies et non aux individus. Donc je crois qu'il y a tellement de défis à relever, aussi bien pour nous, pour la nation, pour l'Afrique, pour le continent, mais aussi sur le modèle, n'est-ce pas, d'homme politique que nous avions aujourd'hui. Et tout à l'heure, le maître l'a dit que la marchandisation dans l'environnement de l'Assemblée doit pouvoir en tout cas, faire place à d'autres. Ça va venir progressivement. Je sais que ça va être difficile. Mais pour finir, le peuple doit être encore une fois patient
et accompagner ceux-là parce qu'ils ont besoin encore du peu pour y croire. Si vous avez un député à l'Assemblée et que tous les matins vous devez aller le voir pour demander 10 000, 50 000, 30 000, 100 000 pour régler les problèmes, c'est que lui-même il va avoir cette pression, il va voir que le peuple qui m'a envoyé là-bas est resté tel qu'il était hier. Alors qu'il m'a mis dans un système où ça ne fonctionne plus comme hier. Donc il ne faut pas aussi que nous lâchons ces députés qui sont partis. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois à une... Moi j'avais dit que nous sommes face à un contrat politique et un contrat social sur les 5 années du chef de l'État. Et quand on est dans un tel contrat social, un tel contrat politique, et on fait prévaloir un petit peu le minimum de sacrifice qu'il faut. Et je crois que ces députés doivent accepter de faire le sacrifice. Très bien. Michel Soubossi, pour vous, les axes prioritaires. Oui, je crois d'abord il faut rappeler le rôle du député. Le député est là pour le vote des lois et pour le contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai qu'au cours de la campagne, il y a des candidats qui promettaient construire des routes, construire des écoles, ce qui n'est pas le rôle du député. Le député peut contribuer à ce que dans la planification de l'action gouvernementale, il y ait des actions qui portent sur son milieu, mais ce n'est pas lui qui le fait. Donc, surtout que la réforme maintenant, au cœur de la réforme, c'est tout de même des députés qui répondent de la nation, pas au nom de leur circonscription. Exactement, exactement. Donc, alors, pour moi, comme l'a dit le sociologue, les députés de la 8e législature ont de grands défis à relever. Il faut d'abord qu'ils fassent comprendre à la population qu'elle n'a pas tort, surtout ceux qui ont voté pour eux, qui n'ont pas tort d'avoir voté pour eux. Et ensuite, il faut effectivement que dans les lois, les prochaines lois à voter, que le peuple puisse trouver vraiment que c'est des gens qui sont allés pour les représenter et non des gens qui sont allés pour représenter leurs intérêts personnels. Donc, dans les votes des lois, la jeunesse, les femmes, les artisans, que chacun puisse trouver vraiment que ces députés sont soucieux de leur développement, que ces députés sont soucieux de leur avenir. Et comme ça, le contrat social qui va se nouer entre les députés et le peuple va être un contrat social apaisé, un contrat social normal. Alors, si les députés, une fois à l'Assemblée, doivent continuer par faire comme par le passé, marchander les postes. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 partis à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que les transhumances, comme on le constatait, doivent pouvoir continuer. Tout au moins, je sais que à l'Union progressive, par exemple, ils ont signé des contrats avec le bureau politique pour ne pas aller changer de bord politique une fois à l'Assemblée. Et je crois qu'ils vont pouvoir continuer à respecter ça. Alors, si tel est le cas, et si vraiment les députés comprennent l'enjeu, ils doivent pouvoir travailler vraiment pour le bonheur de notre peuple. Et bien que étant des députés proches du chef de l'État, ils doivent pouvoir travailler à ce que le contrôle de l'action gouvernementale devienne une activité réelle dans leur agenda. Et je crois que cela permettra que le gouvernement également, si entre-temps il se perdait de chemin, qu'il puisse être redressé par la représentation nationale pour le bonheur du peuple béninois. Oui, enfin, je vais pouvoir m'exprimer par rapport à mon espérance quant à l'installation de la 8e législature. Je présage que ce Parlement sera un Parlement de développement. Ce sera un Parlement de développement eu égard aux enjeux. Hein? Parce que, qui vous souviennent que la Constitution de 1990 avait donné la possibilité aux Béninois de créer chacun son parti politique. C'est-à-dire le système... chacun était libre, donc... Le multipartisme intégral. La Constitution avait dit multipartisme, et puis des spécialismes ont ajouté intégral. Ce qui c'est vraiment... On a assisté à un dévoiement des partis politiques, comme je rappelle des épiceries, des boutiques politiques. Et maintenant, les sociologues, vraiment, ils sont vraiment au cœur de la formation. Parce que le fait que le sociologue arrive à dire que la loi sur la charte des partis, si elle ne marche pas bien, on viendra à regretter. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est lié. Hein? C'est lié. La charte des partis, la constitution, c'est lié, très lié. Si jamais
on n'arrive pas à, comment dirais-je, bien encadrer les choses pour que le Parlement de développement attendu, si on ne l'a pas, ce serait un recul. Ce serait un recul. C'est pour cela que je vais inviter les prochains parlementaires à faire preuve, lorsqu'on est, par exemple, républicain, à aider le gouvernement à intensifier le programme d'aide aux startups. La création, vous savez, la base de tout, c'est d'abord la formation et l'éducation. Si vous êtes bien formé, vous êtes bien éduqué sur le marché de l'emploi, avant même que vous sortiez de la formation, vous avez déjà quelque chose à faire. On va vous chercher. Et en même temps, bien formé, bien éduqué, orienté sur, comment dirais-je, des emplois utiles pour le développement du pays et non des diplômes comme on faisait à l'époque quand on est sorti de l'indépendance. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi et permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre. Parce que quand on est républicain, on doit encourager la libre entreprise, la compétition, le goût du travail et en toute liberté. Ne pas attendre qu'un État-providence vienne tout vous donner. C'est fini ça. Il n'y a pas au monde un État qui puisse être à même de donner, même les pays où il y a du pétrole, dans les pays arabes et tout ça. Aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. On arrête de faire ça parce que on a vu que de toute façon, le pétrole, les minerais ne sont pas éternels. Ça peut s'épuiser. Même ceux qui ont des réserves de pétrole commencent à développer, par exemple, le tourisme. Quand on en parle, le tourisme, c'est le secteur le plus important en dehors de la fiscalité au Bénin. On ne peut pas dire au Bénin qu'on va tout miser sur la fiscalité. Le tourisme au Bénin est une source importante de revenus pour les Béninois. Et donc les parlementaires pourraient faire quelque chose? Bien sûr. Mais écoutez, quand je dis que c'est un parlement de développement, c'est pour ça. C'est les parlementaires qui vont impulser des lois qui vont inciter les jeunes à aller dans... Vous savez, je ne dis pas de revenir à l'ONATO, par exemple, au temps de la Révolution, tout ça, mais organiser l'environnement qui permette le développement du tourisme, qui est une grosse industrie. Vous avez les pays comme le Dubaï, compagnie, tout ça, c'est des régions dans lesquelles il y a du pétrole, il y a des minerais, mais on laisse de côté, on développe l'industrie touristique, parce que ça rapporte énormément. Énormément. Vous savez, nous avons beaucoup de régions ici qui peuvent être mises en valeur et attractives pour notre économie. Voyez-vous, notre diaspora, qui attend tant du Bénin, a besoin d'être intéressée au fonctionnement de notre économie. Hein? Comment faire pour que, par exemple, il y ait une banque d'investissement de la diaspora? C'est des projets de société, les projets de société des partis républicains. Comment faire pour que, par exemple, l'agriculture soit plus identifiée, diversifiée et mécanisée? C'est autant de choses. Comment faire que, par exemple, on n'achète plus les médicaments? Le Maroc n'avait pas, il y a 30 ans, assez d'industrie pour faire les médicaments. Mais aujourd'hui, la plupart des médicaments qu'on consomme ici viennent du Maroc. Si le Maroc le fait, le Bénin peut le faire. Parce qu'à travers le transfert des compétences, voilà des choses sur lesquelles les républicains doivent travailler au sein du Parlement pour que ce soit une réalité. Quand vous dites républicain, je présume déjà la guerre à la... Bon, pas la guerre, mais déjà, cela commence déjà par la guerre du... La guerre des idées. La guerre des idées, c'est très important. Parce que c'est de la confrontation intellectuelle que jaillit souvent la lumière. Donc il vaut mieux, nous versons ça au débat, ce n'est qu'un... J'ai ouvert un coin de voile. Et bien entendu, tout ça, lorsque vous allez faire ça, c'est pour pouvoir améliorer les conditions de tous les Béninois. On ne partage pas la misère. Il faut d'abord créer la richesse. C'est parce qu'il faut créer la richesse que moi, j'insiste sur l'idéologie qui est celle des républicains qui postulent qu'on doit aimer le travail, faire du bon travail et inciter les jeunes à la création de l'emploi. Donner les moyens qu'il faut pour ça. Très bien. Merci, chers invités. Nous sommes au thème de cette émission. Je sais qu'il y a encore des choses à dire, mais vous aurez tout de même quelques secondes pour finir. Nous allons commencer par Jacques Abia. Merci beaucoup. Je voudrais, et je crois que toutes les discussions que nous venons de faire ici doivent pouvoir se poursuivre dans les ménages
doit pouvoir se poursuivre partout où nous nous retrouvons parce que nous n'avons qu'une seule chose à construire. C'est-à-dire l'histoire, l'avenir. Parce que c'est parce que des gens l'ont entretenu que nous nous sommes retrouvés dedans aujourd'hui. Et nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, de basculer, n'est-ce pas? Nous avons le droit de préserver ce qu'on a préservé pour que nous soyons là aujourd'hui. Deuxième chose, c'est le débat que nous venons de faire, c'est l'expression, n'est-ce pas, d'une volonté manifeste de voir les choses autrement. Et ce sont les députés qui sont là aujourd'hui qui vont nous donner raison. Parce que on aura tout dit. Mais il y a des gens à qui maintenant nous venons de conférer, n'est-ce pas, nos idées, nos volontés, nos choix, et c'est eux. Et c'est ça le jeu de la démocratie. C'est pourquoi il est important que lorsque les gens sont investis, n'est-ce pas, de l'agenda démocratique, que le peuple leur accorde toute la légitimité, toute la confiance pour qu'ils puissent l'exercer. Un député doit pouvoir rentrer chez lui avec beaucoup de joie parce que c'est le peuple, c'est pour ce peuple qu'il travaille. Donc, il ne faut pas qu'en rentrant chez lui, il ait peur qu'on brûle de pneus à gauche, de pneus à droite, alors que c'est pour ce peuple-là qu'il est en train de partir pour travailler. Et enfin, nous ne devons pas croire que le jeu est fini parce qu'on a élu les députés. La pression sociale doit continuer, la pression civique doit continuer, la veille doit pouvoir continuer, bon, mieux que la pression, c'est vrai. Cette veille doit pouvoir continuer dans les chapelles politiques et encore une fois, je crois que universitaires, je crois que journalistes, chacun de nous devons nous situer dans ce système partisan, réfléchir, parce que les députés, ils sont là pour parler, mais il y a quand même un laboratoire qui doit travailler. Bien sûr. Et le laboratoire là, c'est vous les journalistes, c'est nous les universitaires, c'est la société civile. Donc nous devons très vite fermer la page des élections et commencer par travailler pour la République, pour que les gens aillent là-bas en sachant que beaucoup de personnes sont en train de faire quand même une cuisine qu'il faut pour les accompagner. Très bien, merci. Michel Sougossi. Oui, je voudrais d'abord dire ma satisfaction d'avoir participé à ce panel ce soir. Je constate que nous avons tenu quand même un panel assez cohérent parce que personne d'entre nous n'a fait l'apologie de la violence. Chacun de nous a trouvé qu'il faut vraiment arrêter les violences. Et je crois que les investigateurs de la violence, s'ils nous ont écoutés, doivent pouvoir comprendre que vraiment le peuple béninois veut que la violence arrête et qu'ils arrêtent la violence. L'autre chose, c'est que les députés que nous envoyons à l'Assemblée, comme on l'a dit, ils ont des défis à relever. Et avec le soutien du peuple derrière, ces députés, comme l'a dit Maître Salami, sont des députés, enfin, constitueront un parlement de développement. Et chacun de nous travaillerons pour que ces députés soient accompagnés, pour que véritablement, au sortir de cette législature, qu'on dise qu'on ne s'est pas trompé en faisant comme ça, et que ça puisse servir vraiment d'école à d'autres États de la sous-région, pourquoi pas du continent entier. Très bien. Maître Bastien Salmon. C'est toujours difficile d'intervenir après de brillants débatteurs. Mon collègue à l'université et le ministre, c'est vrai que c'est des gens qui nous ont tenus en haleine pendant tout ce temps. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Merci de m'avoir invité. Des gens de qualité. On apprend toujours. Moi, j'ai la passion de la recherche. Je crois que ce soir, je rentre chez moi, je me suis enrichi. Je me suis enrichi en écoutant des gens de qualité. Et très humblement, je voudrais que, effectivement, la paix règne. Que la paix règne dans notre pays et que ceux à qui on confie aujourd'hui, puisque la démocratie, c'est un système de représentation. Le peuple ne peut pas se retrouver à la place étoile, venez tout le Béninois, donc on a accepté le système de représentation. Et ces personnes qui nous représentent l'ont été dans le respect des lois qui nous régissent. Donc tout s'est passé. L'ordre constitutionnel est maintenu. C'est vrai, il y a cette dérive que nous sommes en train de regretter, ce qui fait qu'on a passé une bonne partie à implorer pour que la paix revienne. Je voudrais souhaiter que ce soit une parenthèse et que les esprits s'apaisent afin que les institutions de la République continuent de fonctionner pour le développement et
la paix dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maître Bastien Salami. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes membre du Bloc républicain. Merci à vous, Michel Sobossi, ancien ministre de la République. Merci. Merci à vous, Jacques Aguiar-Daho. Vous êtes sociologue. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également. Et donc, c'est fini pour ce numéro de votre émission Mercredi Politique. Nous vous donnons rendez-vous très incessamment pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable nuit à chacun et à tous.